Dans l'actualité ce soir, Silvio Berlusconi est donné vainqueur des élections en Italie. Les premiers résultats lui donnent la majorité à la Chambre des députés et au Sénat. Effusion et soulagement à Orly. Après le retour en France il y a quelques minutes tout juste des ex-otages du Ponant, Nicolas Sarkozy a fait le déplacement pour accueillir l'équipage. Une première version de la réforme de l'assurance chômage. Elle durcit les sanctions. Au bout de 6 mois, les allocations seront réduites ou supprimées après 2 refus d'un emploi situé à moins de 2 heures de transport quotidien. La sécurité sociale va-t-elle cesser de rembourser les lunettes au profit des seules mutuelles? La piste évoquée par Roselyne Bachelot provoque l'émoi à droite et à gauche. La ministre de la Santé précise ses conditions. La mobilisation contre la crise alimentaire, la Banque mondiale dresse une liste d'une trentaine de pays à risque et appelle les gouvernements à agir. La France veut renforcer la politique agricole commune. Enfin, retour sur l'île anglo-normande de Jersey. Le paradis fiscal est ébranlé par les révélations sur les sévices et les viols qui auraient été pratiqués pendant des années dans une maison de redressement. C'est le dossier de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. C'est un retour et c'est aussi une revanche. Pour la 3e fois en 15 ans, Silvio Berlusconi est donc en passe de devenir président du Conseil en Italie. Il faut rester prudent puisqu'il ne s'agit pas de résultats définitifs, mais selon les projections, il l'emporterait dans les 2 assemblées. Karine Comazzi. C'est le fleuron de l'empire Berlusconi. Canal 5, la chaîne du groupe Mediaset, donne les premières estimations. Berlusconi l'emporterait largement sur son rival Walter Veltroni à la Chambre des députés. Même analyse sur la RAI, la télévision publique, qui annonce que la droite aurait plus de 30 sièges d'avance au Sénat. Ce soir, le Cavaliere se dit profondément satisfait. Silvio Berlusconi, qui est apparu la dernière fois en public pour voter. À 71 ans, il deviendrait ainsi président du Conseil pour la 3e fois, grâce notamment à ses alliés de la droite nationaliste. Ces derniers jours, le président Berlusconi a parié qu'il gagnerait des points au Sénat, alors qu'il y était déclaré perdant. Et effectivement, il l'a emporté. Walter Veltroni, l'ancien communiste passé au centre-gauche, aura sans doute pâti du bilan de l'ancien président du Conseil, Romano Prodi. À la fermeture des bureaux de vote à 15 h, on estimait le taux de participation à plus de 80%. Les résultats définitifs ne sont pas attendus avant demain. Et c'est bien Alessandra Mussolini qui s'exprimait à l'instant. Bonsoir Philippe Visserias, vous êtes en direct du quartier général de Silvio Berlusconi qui ne s'est pas encore exprimé en public. Pourquoi cette discrétion ? Eh bien parce que Silvio Berlusconi veut rester prudent. Il se souvient encore de cette soirée électorale de cauchemar il y a 2 ans, de ce suspense et finalement de cette défaite de 24 000 voix à peine face à son grand rival Romano Prodi. Une soirée qu'il n'a jamais oubliée. Donc ce soir, Silvio Berlusconi se trouverait chez lui à Milan. C'est là qu'il suit la soirée électorale. Et ici à Rome, ses collaborateurs nous disent qu'il ne viendra pas célébrer sa victoire. En tout cas, pas ce soir, plutôt demain. Philippe, qu'est-ce qui a fait la force de Silvio Berlusconi? Qu'est-ce qui a finalement fait la différence en sa faveur? Bien David, pour les Italiens, Silvio Berlusconi est aujourd'hui le leader incontesté de la droite italienne depuis 14 ans. Il renvoie une image de chef, une image de stabilité aussi, et c'est important parce que le pays est en crise. Les Italiens se plaignent souvent en disant que leur pays n'est pas dirigé, n'est pas gouverné. On l'a vu récemment avec la crise des déchets à Naples où le gouvernement de Romano Prodi a été incapable de trouver une solution radicale. Et Silvio Berlusconi lui rappelle qu'il a dirigé le pays de 2001 à 2006 en terminant son mandat et qu'on peut compter sur sa détermination, David. Merci Philippe. Alors, à quoi doivent s'attendre les Italiens? Pendant cette campagne, Silvio Berlusconi a annoncé des sacrifices à un pays en crise. Il a aussi promis des baisses d'impôts. On retrouve Philippe Visserias avec Karine Guillaumin. Il garde le sourire, mais il sait que l'avenir économique du pays reste sombre. Qu'importe, Silvio Berlusconi prend des accents sarkoziens lorsqu'il propose de détaxer les heures supplémentaires. Cela permettra à tous de travailler plus, pour produire plus, et naturellement, les familles pourront consommer plus. Des recettes à la française pour une économie plus fragilisée qu'en France. Un État endetté, une inflation non maîtrisée, des entreprises qui souffrent face à la mondialisation et des perspectives de croissance presque nulles pour 2008. Face à un tel tableau, Silvio Berlusconi se garde bien de promettre richesse et prospérité à tous, et parle même de sacrifice. Il va falloir intervenir sur l'Italie comme on interviendrait sur une entreprise en crise et qui coûterait beaucoup d'argent. Cela comportera des sacrifices dans de nombreuses directions. Silvio Berlusconi et son allié Gianfranco Fini ont promis de supprimer la taxe d'habitation
d'augmenter les retraites et de les indexer sur l'inflation. Une façon de répondre au mécontentement des Italiens face à l'effondrement de leur pouvoir d'achat sous le gouvernement Prodi. Si les Italiens pensent à leur situation en 2006 et à leur situation aujourd'hui, il n'y a aucun Italien qui dit aujourd'hui je suis en condition meilleure. Silvio Berlusconi et ses alliés savent que pendant cette législature, ils joueront leur crédibilité sur leur capacité à préserver le niveau de vie des Italiens. On attend donc la confirmation, les résultats définitifs dans la soirée. Autre actualité de cette journée, c'était il y a quelques instants, quelques minutes, le retour en France des ex-otages du voilier de luxe Le Ponant. Ils ont été retenus pendant une semaine. Ils ont retrouvé leur famille à l'aéroport d'Orly, leur famille et Nicolas Sarkozy qui était venu les accueillir. Olivier Caroff, Alexis Oran. Un salut et un grand geste de victoire. Un à un, les membres d'équipage du Ponant descendent la passerelle. Premier à les accueillir, le président de la République et le ministre de la Défense. En quelques secondes, les familles des ex-otages affluent près de l'avion. Pour le capitaine du Ponant, c'est la fin d'une très longue semaine dont il peut raconter chaque détail. La libération, ça s'est passé de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on a rassemblé tout l'équipage au pont supérieur avec 3 miliciens armés. Et on était en liaison radio avec le navire militaire. Ils ont reçu l'ordre de libérer d'abord les 29 membres d'équipage qui sont partis en Zodiac vers le navire militaire. Je suis resté seul encore une dizaine de minutes, un quart d'heure avec les 3 miliciens qui eux sont partis ensuite avec leur embarcation et moi j'ai sauté à l'eau. Les proches, les parents, en tout une centaine de personnes attendaient à Orly depuis la fin de l'après-midi. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Je sais pas. Je sais pas parce que on va peut-être rester sans voix. Parce que ça va être dur quoi. Mais enfin bon, je pense que ça ira mieux demain matin. Au large de Djibouti, le Ponant, leur bateau, reste sous bonne garde de la marine française. Sa destination n'est pas précisée. Bonsoir Loïc Delamornay, vous êtes en direct d'Orly. Après ces retrouvailles, il reste des questions en suspens. D'abord, est-ce que les 6 pirates arrêtés vont bien être emmenés et jugés en France comme on l'a dit ? Alors c'est la question en ce moment, David, c'est ce qui est en train de se négocier entre le ministère de la Justice français et les autorités somaliennes. Pour l'instant, les 6 pirates dont vous parlez, qui sont d'ailleurs d'anciens pêcheurs somaliens, d'après ce que nous ont indiqué des officiers français, et bien pour l'instant ces 6 pirates sont toujours sur un bateau de la marine française, une frégate, le Jean Bart, et effectivement le ministère de la Justice français est en train de négocier avec les autorités somaliennes pour que ces pirates soient ramenés en France et soient jugés en France. Paris ne veut pas prendre une décision unilatérale. Paris veut faire ça dans les formes, en consultant ses homologues somaliens. Et donc ensuite, si ces pirates sont bien ramenés en France, ils pourraient transiter par un département d'outre-mer comme la Réunion, par exemple. Ils pourraient être ramenés en France pour y être jugés dans une cour d'assises spéciale, car les actes de piraterie, selon le droit pénal français, s'apparentent à des actes de terrorisme. Est-ce qu'il y a une chance d'arrêter les autres pirates ? Alors oui, il y a d'autres pirates, 6 autres pirates qui eux ont pu prendre la fuite. Ils se sont dispersés alors que le noyau dur des 6 pirates arrêtés, eux, ont pu être interceptés par l'opération de l'armée française. Il est évident, alors les militaires français ne vont pas nous le dire comme ça, mais il est évident que les 6 autres fuyards ne vont pas être laissés comme ça dans la nature, mais cela va se faire certainement sur la méthode du renseignement plus classique et plus discret. La France va certainement envoyer des agents infiltrés en Somalie pour tenter de pister et certainement d'arrêter, en tout cas de ne pas perdre la trace de ces 6 autres fuyards. Un dernier mot, Loïc, sur la rançon versée par l'armateur. On a dit qu'une partie avait été récupérée. Est-ce qu'on en sait un peu plus ? Alors oui, on sait déjà que cette rançon, environ 2 millions de dollars, a été versée par les forces spéciales françaises aux ravisseurs sur un bateau pneumatique en pleine mer, juste avant la libération des otages. Et ensuite, lors de cette opération héliportée de l'armée française, la moitié environ de la somme aurait été récupérée, c'est-à-dire environ 1 million de dollars. Pour le million de dollars restant, eh bien, on ne sait toujours pas où est-ce qu'il est, mais cela fera certainement partie de ces recherches dont je vous parlais il y a quelques instants. Merci Loïc. Rappelons que la France souhaite s'appuyer sur cette affaire pour demander à l'ONU une action internationale contre la piraterie. On reviendra à Orly éventuellement d'ici la fin de ce journal si nous disposons d'autres témoignages.
L'actualité économique, c'est un projet de réforme très sensible, encore un dont les premières lignes viennent d'être dévoilées par le quotidien Les Échos. Il s'agit de l'assurance chômage. Il y aura un volet formation et accompagnement. Il y a aussi un volet sur les sanctions. Elles seront renforcées pour les chômeurs de plus de 6 mois qui refusent 2 offres d'emploi valables. Et on a désormais une idée plus précise de ce que signifie cette notion assez floue d'emploi valable. Yves Ginca, Frédéric Delarue. La principale mesure de ce projet, la voici. Après 6 mois d'inscription à l'ANPE, un chômeur qui refuserait 2 offres valables d'emploi verrait ses allocations suspendues, réduites ou supprimées. Pour définir ce qu'est une offre valable d'emploi, le gouvernement a retenu 2 critères. Le temps de transport entre le domicile et le travail ne doit pas excéder 2 heures par jour, retour compris pour le salarié. Ensuite, le salaire proposé ne peut pas être inférieur à 70% du dernier salaire. Des critères qui varient chez nos voisins européens. Chez les Allemands, une offre valable d'emploi pour un chômeur, c'est 2 heures de transport maximum et un salaire supérieur aux allocations. Chez les Belges, c'est 4 heures de transport et un salaire, là aussi, supérieur aux allocations. Enfin, chez les Britanniques, le temps de transport n'est pas limité, le montant minimum du salaire n'est pas fixé. Le secrétaire d'État à l'emploi, Laurent Wauquiez, et les partenaires sociaux discuteront ce texte jusqu'à sa présentation officielle le 6 mai prochain. Alors nous avons voulu savoir ce qu'en pensaient les premiers intéressés, les demandeurs d'emploi, réaction rassemblée par Fabien Chadeau avec Julien Voix et notre bureau de Strasbourg. Une entreprise textile de la banlieue de Colmar. Dans 15 jours, les 60 salariés seront au chômage. Avec le projet gouvernemental, ils sont inquiets pour l'avenir. Ça arrive tout en même temps, donc déjà être licencié d'ici et en plus avec les nouvelles mesures qu'on n'a pas trop le choix. Si cette nouvelle mesure elle passe, effectivement ce sera un nouveau coup dur porté aux salariés qui ne va pas permettre d'arranger les choses, qui va mettre une pression supplémentaire sur les gens. Même son de cloche pour ceux qui recherchent déjà du travail. Plus de contrôle sur les chômeurs ne leur semble pas être la meilleure solution. C'est l'horreur quoi. Accepter à n'importe quel prix, n'importe quoi, c'est vraiment abusé, je trouve. Ils veulent mettre la pression sur ceux qui travaillent pas ou qui n'ont pas vraiment envie de travailler, mais bon, je pense que c'est une minorité. D'autres, au contraire, comprennent. J'ai vécu en pays anglo-saxon. Et bon, ça rappelle un peu le même système, quoi. Et donc, comme je suis habituée à ça, plutôt que de rien avoir, j'accepterai. L'objectif du gouvernement est d'arriver à 5% de chômage, c'est-à-dire le plein emploi, d'ici 2012. À l'origine de cette réforme, il y a ce qu'on peut appeler le paradoxe du marché du travail. D'un côté, un chômage de masse, même s'il diminue. De l'autre, des centaines de milliers d'emplois qui ne trouvent pas preneur. On parle souvent de l'hôtellerie ou du bâtiment, mais bien d'autres secteurs sont concernés. En voici un exemple très précis. Reportage Jean-Paul Chapelle, Sylvain Doba. Ce technicien a 23 ans et pour son employeur, c'est déjà une perle rare. Aujourd'hui, il assure la maintenance d'un groupe électrogène. Sa spécialité, le génie climatique, un secteur en plein boom, pénurie de main-d'œuvre, à peine embauché, il devient formateur. Maintenant, j'ai souvent la responsabilité d'un apprenti, que j'essaie de le former au mieux. Donc je lui montre tout ce que j'ai appris pour qu'il puisse par la suite se faire embaucher. Embaucher 3000 jeunes par an en mécanique, électricité, électronique. Un vrai casse-tête pour cette entreprise qui multiplie les opérations séduction, ici dans un lycée technique. Vous arrivez à lire? Oui. Super. Bon. Ouais. Merci. Vous les recrutez jeunes là? Oui, on essaye effectivement. De plus en plus jeunes, tout simplement à cause de la pénurie que nous avons sur le marché, où on est obligé, nous au départ, on s'orientait plutôt effectivement sur les deuxièmes années pour les BTS, et là on commence dès les premières années à les sensibiliser. Et dans la foulée, un aparté qui ressemble à un entretien d'embauche. Si possible décrocher un CDI donc, oui. Et pouvoir peut-être monter en grade et acquérir un peu plus d'expérience. Voilà. Aujourd'hui, le sandwich est offert. 1 an avant d'obtenir leur diplôme, ils sont déjà très convoités. On aura besoin de nous. On sait qu'on aura du travail. Ils veulent un peu nous récupérer, mais il y a d'autres entreprises quand même, et il n'y a pas que cette entreprise-là. Ok, donc vous êtes prêts à faire remonter un peu les enchères? Oui, tout à fait. Voilà. On sait se vendre. Climatisation, chauffage, pour attirer ces futurs Bac+2, un salaire moyen de 1 800 € net les attend, et pour retenir les meilleurs, une augmentation de 10% par an.
Toujours dans l'actualité économique, cette nouvelle piste évoquée par Roselyne Bachelot pour réduire le déficit de l'assurance maladie et qui provoque beaucoup de réactions. La ministre de la Santé a jugé possible hier que la sécurité sociale se désengage totalement de secteurs entiers au profit des mutuelles. Exemple, les lunettes et les soins optiques d'une manière générale. Roselyne Bachelot émet toutefois des conditions. Jean-François Firet, Frédéric Delarue. 70% des Français portent des lunettes. Facture chaque année pour la sécurité sociale, 230 millions d'euros. Hier soir, la ministre de la Santé jugeait possible que la Sécu se désengage de ce secteur, c'est-à-dire qu'elle ne rembourse plus les frais d'optique. La question est posée, d'autant que quand on regarde l'évolution du chiffre d'affaires... La question est sensible. Cet après-midi, la ministre n'a pas voulu revenir sur le sujet. Bonjour madame, excusez-moi, est-ce que vous pourriez juste nous confirmer, savoir si les frais d'optique ou voire d'autres frais vont être déremboursés par la sécurité sociale ? Les complémentaires santé auraient à charge cette nouvelle dépense, mais à condition notamment de ne pas exclure les 8% de Français qui n'ont pas de complémentaire santé. Colère des mutuelles, elles n'auraient pas d'autre choix, disent-elles, que d'augmenter les cotisations. On ne peut pas rembourser des charges importantes nouvelles sans augmenter les cotisations, bien évidemment. Il n'y a pas de trésor caché en mutualité. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et pour l'opposition, cette mesure serait une difficulté supplémentaire pour l'accès aux soins. Bien, écoutez, c'est la privatisation d'un petit pan de la sécurité sociale, un petit pan supplémentaire. Aujourd'hui l'optique, vraisemblablement le dentaire, les franchises médicales. Rien n'est encore fixé, mais la décision pourrait être prise cet été pour figurer dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. La mobilisation contre la crise alimentaire, nous vous en parlons depuis quelques jours, eh bien, elle est désormais reconnue comme une priorité planétaire. La Banque mondiale vient de dresser une liste d'une trentaine de pays à risque. Elle appelle les gouvernements à agir. Alors, quelles sont les causes de cette crise? Explication Philippe Rochaud. La flambée des prix des denrées alimentaires a jeté dans les rues des milliers de gens en colère, en Égypte, en Haïti, au Bangladesh. C'est pour eux que le Fonds monétaire international a lancé un cri d'alarme. Des centaines de milliers de gens vont mourir de faim et des enfants vont souffrir de malnutrition. 37 pays du monde sont menacés et 2 milliards d'hommes pourraient passer sous le seuil de pauvreté. Alors pourquoi les prix des denrées alimentaires augmentent-ils ainsi? Une véritable spéculation, doublée de la baisse générale des subventions sur ces produits, a entraîné une hausse de 80% du prix de céréales et de 50% du prix du riz en quelques mois. La ruée vers les biocarburants joue-t-elle un rôle? Avec un prix du baril de pétrole à $110, l'homme se tourne de plus en plus vers les biocarburants pour faire tourner ses moteurs. Des surfaces immenses sont sacrifiées pour des cultures qui n'iront pas nourrir les hommes, mais les voitures. 30% de la production mondiale de colza est transformée en biocarburant. Notre mode de vie est-il en cause? Oui, en Chine par exemple, les gens qui consommaient 10 fois moins de viande que les Occidentaux par individu en dégustent aujourd'hui la moitié. Du bœuf et du porc qu'il faut donc nourrir de céréales. Bien que la production alimentaire mondiale ait augmenté en 2008, seule une action internationale concertée peut faire baisser les prix. Pour mieux comprendre cette crise, voici une situation qui en résume beaucoup d'autres, celle du Sénégal qui souffre d'un profond déséquilibre. La quasi-totalité des aliments de base, le riz et les céréales sont importés. Le pays est à la merci des variations de cours. Sylvain Barral, Frédéric Ranck. Il y a quelques mois encore, quand Babacar Badji venait acheter du riz, c'était presque moitié prix. À présent, malgré les subventions du gouvernement sénégalais qui suspend pour un temps les taxes d'importation sur certains produits, le budget des consommateurs a explosé. Alors c'est parfois à crédit que l'on nourrit sa famille. Par rapport à ce qu'on gagne, c'est le 3 quarts, sinon plus. Vous faites des crédits pour acheter du riz? Tout à fait. Pas du riz seulement. Et vous allez pouvoir tenir longtemps comme ça dans cette situation avec des prix aussi élevés? On ne pourra pas. Il faut dire que le Sénégal importe 90% de sa consommation. Et le riz, ici, c'est la base de tous les plats. Pour sortir de cette dépendance, le président sénégalais Abdoulaye Wade fait appel à de nouveaux partenaires. L'Inde a fourni 1000 tracteurs pour donner un coup de pouce à la production locale. Si les effets de ces politiques agricoles ne se feront ressentir que dans quelques années, les prix du marché encouragent les riziculteurs locaux. Si c'est des prix qui défient la concurrence, qui agressent le riz local, ça ne peut pas être intéressant pour le riz local. Donc pour le riz local, plus les importations sont chères finalement, voilà, plus ça favorisera ça favorisera la production locale. Chez Dior,
Un petit restaurant du centre de la capitale. La patronne voit ses clients désertés, une cuisine pourtant réputée. Elle sait bien que les salaires n'ont pas bougé, mais elle aussi a dû augmenter ses prix. Il n'y a pas si longtemps, beaucoup de gens venaient manger. Maintenant, ils sautent des repas. Ils gardent l'argent pour nourrir leur famille. C'est dur pour tout le monde, les gens se plaignent. Comme dans de nombreux pays africains, de nouvelles manifestations se préparent à Dakar ces prochains jours. Par ailleurs, à l'occasion d'une réunion européenne, le ministre français de l'Agriculture, Michel Barnier, souhaite que l'Union prenne des mesures à court terme et à long terme. On sait que la politique agricole commune est critiquée pour son coût. Eh bien, il souhaite qu'elle soit maintenue et renforcée. Le journal Le Monde n'était pas dans les kiosques aujourd'hui, un fait rarissime. Comme prévu, les salariés, et notamment les journalistes, ont fait grève contre le plan de redressement. Il prévoit la suppression d'un emploi sur 4. Daniel Wolfrom, Virginie Travers. Une façade prestigieuse, avec pour décor extérieur la page d'un journal, Le Monde. Mais aujourd'hui, le siège du quotidien fait grise mine. Pour la première fois de son histoire, ces journalistes sont en grève pour des raisons internes, purement sociales. Pour le moment, il y a 130 suppressions d'emplois qui sont prévues. Nous estimons qu'il faut que les discussions soient sur une base volontaire, et s'il y a d'autres économies à faire, à ce moment-là, on fera preuve d'imagination, il faudra trouver d'autres économies, mais pour le moment, nous ne voulons pas, si vous voulez, discuter de licenciements contraints. C'est le 4e plan en 15 ans. Je veux dire, ce serait vain de nous traiter d'irresponsables et de méconnaître totalement la situation du quotidien Le Monde et de la presse en général, notamment des difficultés financières concernant les recettes publicitaires. La publicité, en effet, qui migre vers Internet et la concurrence des journaux gratuits. Les raisons du malaise de la presse nationale sont bien connues. Avec en prime, pour Le Monde, des lecteurs qui ont bien changé eux aussi. On fait un journal de 30 pages, de 32 pages. Il y a 20 ans, on faisait un journal de 46 pages. Donc quand vous faites un journal plus ramassé, ça veut dire que vous faites une chose qui est attendue par nos lecteurs, c'est de la hiérarchie. Vous triez ça. C'est la vocation du Monde, avec une rédaction qui sera en effet redimensionnée. Un journaliste sur 4 ou sur 5, c'est selon quitterait le journal. Mais Le Monde est aussi un groupe de presse lourdement endetté, avec des dizaines de publications prêtes à être cédées aux plus offrants. La lutte contre le bruit, c'était l'un des volets du Grenelle de l'environnement, et c'est demain que l'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires remettra son rapport annuel à Nicolas Sarkozy. Un rapport sévère. Elle estime insuffisantes les mesures d'indemnisation des riverains. Gilles Marinet, Raphaël Durosel. Voici un avion qui nous passe au-dessus. Donc ils sont au nombre de 300 à 400 par jour maximum. Niveau sonore, 70 à 85 décibels selon les appareils. Il y a 25 ans, ici, il en passait 3 fois moins. Pour isoler leur maison, les habitants de ce quartier de Sucy-en-Brie, près d'Orly, peuvent faire subventionner 80% des travaux pour un plafond de 18 000 €. Insuffisant pour ce riverain. On ne peut pas à la fois changer les fenêtres, l'ensemble des ouvertures, les fenêtres, les portes et faire l'isolation du toit qui reste quelque chose de très important. L'aéroport d'Orly finance les travaux en percevant auprès des compagnies une somme sur chaque décollage. Mais le trafic de nuit, celui qui rapporte le plus, a été considérablement réduit. Moins d'argent, alors 3000 dossiers de riverains sont en panne. Un constat de l'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires qui propose une refonte du système. Il serait plus simple de prélever sur chaque compagnie 1 € par passager ou par tonne de fret. Et puis pour les procédures elles-mêmes, changer complètement le système, trouver un organisme qui s'en occupe. Depuis 2005 en France, 10 aéroports perçoivent la taxe que le ministère des Transports a promis d'augmenter. Autre engagement, les dossiers des riverains en attente seront résorbés en 1 an. 110 000 logements ont droit aux travaux d'isolation. En bref, la suite du périple de la flamme olympique en provenance de Tanzanie. Elle est arrivée ce matin à Oman pour son unique passage au Moyen-Orient. Plusieurs dizaines de sportifs relayeurs ont mené la torche sur un parcours de 20 km. Parcours sans encombre. Il faut dire que les manifestations hostiles avaient été purement et simplement interdites et qu'un dispositif policier dissuasif avait été mis en place. L'environnement avec un chiffre, 3 milliards, c'est la quantité de sacs plastiques utilisés chaque jour en Chine. Chiffre qui permet d'imaginer l'impact, bien sûr, sur l'environnement et qui incite les autorités chinoises à limiter leur usage. À compter du 1er juin prochain, ces sacs ne devront plus être distribués gratuitement, mais vendus. Certaines enseignes ont déjà commencé des opérations sacs réutilisables pour encourager les consommateurs à changer leurs habitudes. Sur place à Pékin, Pascal Golomer, Sylvain Gillaume.
Il y a 10 ans, c'était encore un objet rare en Chine. Aujourd'hui, les Chinois consommeraient 3 milliards de sacs plastiques par jour. Des sacs qui terminent trop souvent dans la nature, éparpillés autour des décharges, dans l'indifférence quasi générale. Pour M. Dong, expert en traitement des déchets, éliminer les sacs plastiques, c'est aujourd'hui mission impossible. Et ça ne va pas s'arranger au fur et à mesure que la Chine se développe. Pékin est entouré par les déchets et il y a déjà 600 villes dans cette situation. Si on continue à enterrer les sacs, c'est un danger pour l'environnement. Et si on les brûle, on pollue l'atmosphère. Le gouvernement veut donc traiter le mal à la racine. À partir du 1er juin, on ne trouvera plus sur les marchés les sacs les plus fins. Les autres devront être vendus 2 centimes d'euros pièce. Les consommateurs sont déjà au courant, mais ils ont pour l'instant de bonnes excuses. Moi, je pense que c'est une bonne mesure, mais aujourd'hui, je reviens de l'hôpital, alors je n'ai pas amené mes propres sacs. En fait, j'ai des sacs avec moi, mais je suis trop feignante pour les sortir. Certains supermarchés ont en tout cas déjà commencé le travail d'éducation du consommateur, avec des caisses dédiées pour ceux qui adoptent le sac réutilisable, vendu 30 centimes d'euros ici. Cela représente déjà 5% de la clientèle. Ça progresse, les gens se préoccupent de plus en plus de l'environnement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas encore beaucoup de magasins qui proposent ce type de sac. Les autorités ont prévenu qu'elles infligeraient de lourdes amendes aux magasins qui ne feraient pas payer leurs sacs en plastique. Encore faut-il que les contrôles soient efficaces. Dans un pays à l'échelle de la Chine, ce ne sera pas une mince affaire. Toujours à l'étranger, vous vous souvenez sans doute de ces révélations sur l'île anglo-normande de Jersey il y a quelques semaines. Pendant des années, des sévices et des viols auraient été infligés aux élèves d'une maison de redressement. Des ossements ont même été retrouvés et sont en cours d'analyse. Dans ce paradis fiscal qui pratique la loi du silence, le choc a été dur à encaisser. Nous sommes retournés sur place. Jersey et ses mystères, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Franck Genozo et Vivien Roussel. Sur les hauteurs de l'île de Jersey, le long d'une paisible route de campagne. Elle se dresse, froide et imposante. La Bastide du haut de la Garenne et son allure victorienne. Les médias britanniques l'ont surnommée l'orphelinat des horreurs. Parmi les victimes présumées, Gifford Aubin, 73 ans. Il avait 6 ans quand il est arrivé ici, dans les années 40. Ses parents n'avaient plus les moyens de s'occuper de lui. Il n'habite qu'à quelques kilomètres. Il y revient pourtant pour la première fois avec nous, 57 ans après en être parti. On nous obligeait à nous aligner. Et puis, ils nous balançaient des fléchettes très lourdes en métal. Torturé par les garçons les plus âgés du pensionnat, Gifford Aubin nous indique également une pièce, le local à chaussures. C'est là qu'avaient lieu les scènes les plus cruelles. Ils avaient ce générateur qu'il fallait tourner, comme les militaires. Ils attachaient des fils électriques à nos jambes. Et puis ils tournaient pour renvoyer le courant qui passait à travers nous. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez attendu si longtemps avant de revenir ici? Je voulais en quelque sorte le sortir de ma tête. Je voulais oublier jusqu'à l'existence de ce bâtiment. Les enquêteurs considèrent que ce témoignage est crédible. Comme lui, beaucoup de victimes se sont tues pendant longtemps. Muté ici il y a 5 ans, l'inspecteur Lenny Harper pensait vivre une paisible fin de carrière. Mais il y a 2 mois, sur la base de plusieurs témoignages, il fait entreprendre des fouilles. Depuis, centimètre carré par centimètre carré, jour et nuit, les enquêteurs retournent la terre. À l'intérieur, ils découvrent 4 caves secrètes. Elles auraient servi à des séances de torture ou de viol sur des enfants. Les enquêteurs découvrent aussi un crâne. Avec 160 victimes et une 50aine de suspects, Lenny Harper se retrouve à 6 mois de la retraite, à la tête d'une des plus grandes enquêtes criminelles de ces dernières années. Les informations ont afflué rapidement et de façon massive. Il nous faut du temps pour collecter tous ces témoignages et toutes ces preuves. Et on veut être sûr que quand on arrêtera les coupables, nous ayons en notre possession toutes les preuves possibles. Ça veut dire bientôt d'autres arrestations? Oui, il y en aura d'autres. Depuis 2 mois, ces révélations ont bouleversé la petite île de Jersey, d'habitude si tranquille. 90 000 habitants, tout le monde connaît tout le monde, et pourtant les résidents avouent eux-mêmes que règne ici une certaine culture du secret.
Cette histoire ne m'a pas surprise. Beaucoup de choses ont été cachées dans cette île. Les élites se regardent le nombril et ne s'intéressent pas vraiment à la population ou aux travailleurs ouvriers. Dans ce paradis fiscal, les autorités préfèrent ne pas faire de vagues. Il y a quelques semaines, le chef du gouvernement a accusé cet homme, le jeune sénateur Siverett, de pourrir la réputation de Jersey. C'est lui qui a tenu à médiatiser l'affaire. De nombreuses victimes ont parlé de ces agressions aux autorités ces dernières années et depuis des décennies, on ne les a jamais prises au sérieux. Toutes les agressions ont été écartées. Fait rarissime dans une île très conservatrice, 300 personnes se sont rassemblées il y a quelques semaines pour dénoncer cette omerta. Depuis, pas une semaine sans que remonte à la surface une histoire d'agression sexuelle sur enfants, couverte par un notable de l'île. Gifford Aubin, lui, avait commencé à écrire un livre il y a près de 40 ans. Des pages manuscrites aujourd'hui jaunies. Il envisage de le terminer, preuve que quelque chose a changé. Les habitants de Jersey n'ont pas fini de ressasser les mauvais souvenirs de l'orphelinat de l'horreur, comme l'appellent les médias britanniques. Officiellement, les fouilles doivent se terminer fin avril, mais officieusement, elles pourraient durer encore de longs mois. Le site vient d'être fermé au public pour une durée de 1 an. Deux informations encore à l'étranger. 5 semaines après son succès aux élections, José Luis Zapatero a prêté serment en Espagne devant le roi Juan Carlos pour l'entrée en fonction de son nouveau gouvernement. Signe particulier, il fait mieux que la parité. 9 femmes pour 8 hommes, dont l'une pour la première fois à la tête du ministère de la Défense. Elle s'appelle Carme Chacón, elle a 37 ans et elle est enceinte de 7 mois. L'attention au Zimbabwe, les résultats de l'élection présidentielle n'ont toujours pas été publiés. Du coup, l'opposition appelle à une grève générale. L'armée et la police ont été déployés dans les rues des grandes villes. Musique avec Yael Naïm. Elle est l'une des révélations de ces derniers mois, récompensée aux victoires de la musique. Elle est en tournée dans toute la France. La chanteuse franco-israélienne a séduit le public et la critique, c'est assez rare, avec sa voix cristalline. Abdel Mostefa et Virginie Travers l'ont rencontrée à Paris. Un petit air lumineux qui vous ouvre les portes du succès. D'autant plus facilement qu'un géant de l'informatique l'a choisi pour une pub. Une mélodie imparable qui vous offre la reconnaissance de la profession. Eh bien, figurez-vous que ce tube planétaire a été enregistré dans un 2 pièces avec vis-à-vis à Paris. L'appartement de Yael Naïm, transformé en bric-à-brac musical et expérimental. De tout parce qu'on s'attendait même pas qu'il sort en France l'album. Et en plus le fait qu'on n'avait pas de but commercial, ça a permis une liberté incroyable. C'est bien amusé pendant 2 ans et demi. C'est vos voisins qui ont dû être contents. En plus, il faut dire merci voisins parce qu'ils sont incroyables, ils n'ont rien dit. I've been waiting on my own, I've been waiting for too long, not strong enough to be with you. Ces ballades, d'abord envisagées comme de simples maquettes avec le musicien David Donatien, ont finalement touché un public. Déjà 700 000 albums vendus, mais malgré tout, des salles de concert à taille humaine. Je pense que cette musique correspond bien à un endroit intime, donc ça nous permet d'être proches des gens et de les sentir. Donc, moi j'aime bien. En plus, ça aurait été dommage de louper cette étape-là, de passer directement à quelque chose d'impersonnel. Malgré l'énorme succès, celle qui avait failli tout plaquer après un premier album raté en 2001 veut garder les pieds sur terre, ainsi que son charmant pied-à-terre. Petite bulle de 40 mètres carrés, fabrique à tubes. Les sports avec d'abord du tennis. La France a été éliminée sans gloire lors des quarts de finale de la Coupe Davis. Hier soir, Paul-Henri Mathieu s'est incliné en 3-7 face à l'Américain Andy Roddick. 1h37 de jeu. Et puis du football avec cette soirée cauchemar pour le Paris Saint-Germain qui s'est incliné à domicile face à Nice 3-2. Koné a ouvert le score pour Nice. Égalisation ici de Louis Ndula. Puis le PSG a repris l'avantage grâce à ce but tout en volonté de Pauletta. Koné égalise à son tour. Dans les dernières minutes, c'est Ederson qui va ouvrir la victoire à Nice.
Le PSG est toujours en position de relégable. Nice pointe à la 6e place à égalité de points avec Saint-Etienne et Le Mans. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle 2 des principaux titres. Silvio Berlusconi est donné vainqueur des élections en Italie. Les premiers résultats lui donnent la majorité à la Chambre des députés et au Sénat. Et son adversaire Walter Veltroni a concédé sa défaite il y a quelques minutes. Et puis effusion et soulagement à Orly après le retour en France des ex-otages du Ponant. Nicolas Sarkozy a fait le déplacement et je vous propose d'écouter les tout derniers témoignages recueillis sur place il y a quelques instants par nos équipes et rassemblés par Olivier Caroff. Ils le disent eux-mêmes, ils ont été otages 7 jours durant à bord d'un palace flottant. À l'arrivée à Paris, l'accueil est à la mesure du soulagement de les voir libres, salués par le président de la République et le ministre de la Défense et assaillis de questions. Les premiers mots avec vos proches, c'était quoi? Maman, je t'aime, c'est une logique, je crois. Et pareil avec mes grands-parents, je t'aime, voilà, c'est je vous aime. Vous pouvez nous parler des conditions de votre libération, comment ça s'est passé? Peut-être pas aujourd'hui, parce que vous voyez, avec tous les événements qui se sont passés, on est très fatigué quand même malgré tout. Seul le capitaine du Ponant semble pouvoir raconter la prise d'otage. Lui se souvient de chaque instant. La libération, ça s'est passé de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on a rassemblé tout l'équipage au pont supérieur avec 3 miliciens armés et on était en liaison radio avec le navire militaire. Ils ont reçu l'ordre de libérer d'abord les 29 membres d'équipage qui sont partis en Zodiac vers le navire militaire. Je suis resté seul encore une dizaine de minutes, un quart d'heure avec les 3 miliciens qui eux sont partis ensuite avec leur embarcation et moi j'ai sauté à l'eau. Au large de Djibouti, le Ponant, son luxueux voilier, reste sous bonne garde de la marine française. Sa destination n'est pas précisée. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko. 20h50, FBI porté disparu. 20h10, mots croisés autour d'Yves Calvi. 2 débats pour une même toile de fond. Le procès fournirait et que faire des criminels dangereux. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.